Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et malgré cette situation, on va essayer de vous faire, en tout cas, vous faire rire, hein, si possible, et de vous faire passer 2 heures avec Philippe David et l'ensemble de nos vraies voix. Un agréable moment. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. En tout cas, merci d'être avec nous avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, le 0826 300 300. C'est toujours Zach qui est avec nous, et bien entendu, vous pouvez l'appeler, vous voulez commenter, vous voulez vous inscrire pour le qui c'est qui l'a dit, vous faites ce que vous voulez. Voilà, le sommaire de cette émission à 17h30, c'est le grand débat du jour, et c'est un message qui vise directement le président américain. Dans une vidéo diffusée après 12 jours de silence, le guide suprême iranien estime que l'intervention américaine n'a servi, je cite, que le sens du spectacle du président Trump. Il affirme que Washington n'a rien obtenu, si ce n'est une gifle, et revendique une victoire iranienne face à Israël. Alors parlons vrai, Trump peut-il ne pas réagir aux propos de Khamenei? Et à la question, Ali Khamenei est-il en train de provoquer Donald Trump? Vous dites oui à 69%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et c'est Guillaume Lagan qui sera avec nous, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales et haut fonctionnaire, et auteur des questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, l'assurance maladie s'alarme. Son déficit pourrait passer de 16 à 41 milliards d'euros en 2030. Il propose notamment de sortir les cancers en phase de rémission du dispositif affection longue durée. Autre proposition, de ne plus rembourser les cures thermales à 100%. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous les abus sont massifs, notamment sur les arrêts maladie? À la question, l'assurance maladie a-t-elle raison de vouloir limiter les arrêts maladie? Vous dites oui à 55%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Le docteur Jean-Paul Hamon sera avec nous, président d'honneur de la Fédération des médecins de France, et je peux vous dire déjà directement qu'il n'est pas content. On vous souhaite la bienvenue. C'est assez fréquent. On en parle dans quelques instants. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et on est ravis de les accueillir aussi avec Philippe David. C'est Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir mes chers amis. Auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. Bien sûr. Bonsoir. Luc Guérin est avec nous, avocat pénaliste, qu'on est toujours très content d'avoir. Bonsoir. Bonsoir maître. Je lui ai dit tout à l'heure qu'il était dans les numéros favoris, oui. Au cas où, on ne sait jamais. Bonsoir maître, il est tellement grand qu'on pourrait dire mètre 50 ou mètre 80. Le parquet n'est jamais content de dire ça, mais j'invite tout le monde à le faire. Ouais. Dans le micro. J'invite tout le monde à le faire. À avoir votre numéro. On va le donner celui d'un de mes confrères. On va le donner à l'antenne. 06. Non, ça va aller. Quand il parle de parquet, il n'est pas langue de bois. Ouais. Mais j'apprécie beaucoup celui qui est présent. De cirer les pompes. Ça y est, on a fait toutes les vannes autour du parquet. C'est encore une ou deux. Avec Olivier. Mais l'émission n'est pas finie, mon cher Loïc. 0826 300 300, c'est Olivier qui est avec nous, qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir à vos invités. C'est un coup de cœur pour vous Olivier. Selon le journal des seniors, 20 minutes, l'extrême pauvreté recule dans le monde. Pour une fois, il y a une bonne nouvelle. Depuis 2000, il y avait 30% de la population mondiale qui était l'extrême pauvreté, parce que la pauvreté, ça existe toujours. Et en 2024, ça représente à 8,6%. Et je trouve que c'est un recul qui est très important. Et le progrès et l'économie mondiale, c'est une bonne nouvelle. Philippe, vrai sujet. Comme j'aime ce point de vue d'Olivier, pour une fois, comme vous l'avez dit, Cécile, voilà quelqu'un qui nous annonce quelque chose qui nous fait du bien. Ouais, un vrai coup de cœur. Loïc. Non, mais ça fait du bien d'entendre une bonne nouvelle. On ne peut qu'à le dire. Ouais. Plutôt les mauvaises ces derniers temps. Tellement peu ces derniers temps qu'on se réjouit. C'est bien de les annoncer parce qu'on annonce toujours les mauvaises nouvelles, ce qui est une catastrophe. C'est vrai. Sébastien Ménard, c'est une mauvaise nouvelle, non? Ou c'est une bonne nouvelle? Pour vous, Cécile. Non, c'est vous, que vous soyez là, c'est une mauvaise nouvelle. Ou pour ceux qui vont jouer contre moi, c'est qui l'a dit. C'est ça. Non, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on doit retenir aussi, c'est que le progrès n'est pas que rétrograde. Le progrès, par définition, c'est fait pour faire progresser l'humanité. Oui. Et c'est vrai que sur cette planète, on a toujours tendance à imaginer qu'on vit moins bien, ou qu'on dort moins bien, qu'on mange moins bien et qu'on vit moins longtemps. Et en fait, non, on vit de plus en plus longtemps, on mange de mieux en mieux, on se soigne de plus en plus. Et voilà, et que ça profite. Non, mais et que ça profite. Non, mais
à l'échelle de l'humanité, que ça fasse progresser les 30% entre guillemets de nos congénères qui sont qui étaient jusqu'alors dans une extrême précarité, que ça les fasse progresser un petit peu plus et que ça les sorte de cette misère extrême, c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Mais c'est normal. Voilà. Merci en tout cas, mon cher Olivier, vous êtes le bienvenu chez nous. Merci pour beaucoup. Cette jolie nouvelle qui nous éclaire un petit peu aujourd'hui, et c'est pas toujours facile. En tout cas, ce numéro de téléphone, retenez-le, écrivez-le partout sur vos mains, sur la table, 0826 300 300, et Zach sera avec vous dans quelques instants. Et puis le réquisitoire du procureur. Les politiques sont-ils condamnés à commenter? J'ai bien une réponse, mais je vous laisse la faire dans un instant. Vous allez nous la donner. Ah non, pas du tout. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez choisi les vraies voix et on vous en remercie. Bienvenue dans la maison Sud Radio avec Philippe David. On vous accueille tous les jours du lundi au vendredi. De 17h à 19h et même jusqu'à 20h du lundi au jeudi. Et plus si affinité. Absolument. On nous le demande, gentiment. On nous supplie en général, mais on est obligé d'arrêter. Ils répondent toujours au téléphone. C'est du 7/24. C'est ça. Oui, Sud Radio, bonjour. J'aimerais bien moi faire ça un petit peu, ça serait marrant. C'est Zach là qui s'en occupe. Non, c'est un vrai métier. Alors j'en profite pour dire que les personnes des standards des entreprises, c'est un vrai métier. C'est la première voix qu'on entend quand vous appelez une entreprise. Donc c'est très important. Donc soyez gentils avec ces gens-là parce que ils font un travail formidable et c'est pas facile tous les jours, parce que ça m'est arrivé aussi de dire mais je comprends pas. Voilà. En plus, ils sont gentils avec les autres à Sud Radio. Absolument. Mais je parlais pas que de ceux de Sud Radio qui sont formidables, mais c'est vrai en général. En tout cas, ils font bien leur travail. Voilà. Donc je les salue. Autour de cette table, des gens que l'on salue aussi. Philippe Bilger. Naturellement aimable. N'exagérons pas. Philippe, non. Surtout quand il gagne. Oui. Bon, voilà. Je sens que quelqu'un est visé. On va passer sur cette information. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, et Loïc Guérin, avocat pénaliste. On vous souhaite la bienvenue. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, et Félix Mathieu est avec nous. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler de Rachida Dati qui indique sur Sud Radio ne pas être une serpillière. Voilà pour l'info. Elle l'a dit juste avant, se camoufler judiciaire contre elle dans une affaire de corruption. On l'a appris hasard des choses juste après cette interview sur Sud Radio. On va parler aussi des orages qui ont fait 2 morts et beaucoup de dégâts. Et puis de cette plainte de Kylian Mbappé contre le PSG, plainte pour harcèlement moral. En 3 mots, serpillière, orage et harcèlement donc. Et tout de suite le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Avec un réquisitoire quasi philosophique en cette période de baccalauréat, les politiques sont-ils acteurs ou voyeurs? Oui, en fait, ça ne date pas de François Bayrou. J'ai toujours eu le sentiment, mais qui est de plus en plus vif, que les politiques aujourd'hui, au plus haut niveau, comme l'action politique devient de plus en plus difficile, voire parfois impossible, au fond qu'ils se contentent et qu'ils sont obligés de commenter. J'avais ce sentiment très fort avec François Hollande. Je l'ai eu parfois avec Emmanuel Macron, et je l'ai par exemple avec ce Premier ministre dont je pense que bientôt je vais être le dernier à le défendre, François Bayrou, qui a évoqué hier quelque chose qui est très juste, mais on n'avait peut-être pas besoin du Premier ministre pour constater que le monde opère un basculement dans la force. Et donc, cette phrase, cette pensée tout à fait pertinente relève d'un commentaire sur une situation, mais nous avons guère sur le plan de l'action. Donc, je n'aimerais pas être politique aujourd'hui parce que l'action devient difficile, aussi bien à cause de leur caractère qu'à cause d'une réalité qu'on maîtrise mal. Sébastien Ménard, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis complètement d'accord. On a eu, par le passé, politiquement des gens qui étaient des décideurs, des faiseurs, puis des diseurs, et aujourd'hui, on est dans l'ère des commentateurs. Alors moi, par contre, je me résigne pas. Je me résigne pas à entendre François Bayrou dire les choses sont ce qu'elles sont. Mais quelle solution doit-il proposer? Enfin, il est Premier ministre. En plus, on le tient plutôt, vous et moi, en amitié. Mais à un moment donné, il est là pour faire. Il n'est pas uniquement là pour dire ou pour commenter. Il est là pour faire. Et si
dans la 6e ou 7e puissance du monde, le Premier ministre, celui qui est censé gouverner le pays, est réduit à commenter l'actualité ou quelque part à nous faire quelques sorties, quelques poussifs philosophiques, effectivement, on n'est pas bien barré. Donc moi, je pense qu'effectivement, on ne doit pas se contenter de ça. On avait des faiseurs, il faut qu'on retrouve des faiseurs, des décideurs qui font. Loïc Guérin. Alors juste une question, parce que j'ai pas entendu sa citation dans son contexte. Il faisait référence à quoi? À la situation internationale? Oui, voilà. D'accord, ok. Bon, alors déjà, le Premier ministre qui fait un commentaire sur la situation internationale, il n'est pas nécessairement dans les clous de ce qu'on attend en termes constitutionnels, puisque ça appartient plutôt au chef d'État. Donc déjà, il est un peu hors sol, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Il dirait plus rien, mon cher Loïc. Est-ce que ce serait déjà un mal? Mais bon, c'est encore une autre question. Au moins, on occuperait moins de temps d'antenne sur des choses qui vont pas bien loin, je pense. Mais bon, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un constat amer. Je pense qu'on est en fin de régime. Le gouvernement vogue à vue. On a des ministres qui sont pas en accord les uns avec les autres sur la politique internationale. Un ministre des Affaires étrangères qui fait des déclarations en contradiction avec celles qui sont faites par Emmanuel Macron derrière. C'était pas mieux avant, hein. Mais c'est pas la question. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est mieux maintenant. Non, mais vous parlez. Or, avant, je m'en moque. Vous dites qu'on est sur une finitude d'un système. Oui. La problématique, c'est que ce système a succédé à un autre système qui était nécessairement pas plus vertueux. La problématique n'est pas nécessairement réduite à un dilemme entre passé, présent et futur. En l'occurrence, on a quand même le sentiment que c'est en perte de vitesse, avec un gouvernement qui ne représente aucune majorité au Parlement, qui est là pour essayer de naviguer à vue, pour ne pas frustrer trop la droite, la gauche, le centre, ses soutiens éventuels ou les neutralités éventuellement bienveillantes de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. On est, pour moi, mais c'est mon opinion et je la partage, sur une fin de régime. Je suis pas là que pour ça, mais bon. En tout cas, je suis là aussi pour ça. Voilà. Ben, vous avez bien foutu la merde, Philippe Bilger. Bravo. Voilà, bravo. Je ne vous félicite pas. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont serpillière, orage et harcèlement. Je ne suis pas une serpillière, lance Rachida Dati sur Sud Radio pour expliquer sa virulence en interview à propos des accusations d'argent reçu de GDS Suez quand elle était eurodéputée. Juste après ces propos, la ministre de la Culture a reçu un camouflet de la justice aujourd'hui dans une autre affaire de corruption. Elle se rapproche d'un procès. Le guide suprême iranien nargue Donald Trump en affirmant avoir gagné la guerre. Les propos de Donald Trump sur les dégâts infligés au programme nucléaire sont exagérés, affirme Ali Khamenei. Ce sera le grand débat des vraies voix dans quelques instants. Avant ça, 70 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début d'après-midi suite à ces violents orages qui ont fait 2 morts la nuit dernière. Et puis Kylian Mbappé porte plainte pour harcèlement moral contre son ancien club, le PSG. Les vraies voix Sud Radio. Nouvel échec pour Rachida Dati. La ministre de la Culture voit la menace d'un procès se rapprocher dans l'affaire Carlos Ghosn. La Cour d'appel de Paris rejette son recours contre le réquisitoire du parquet national financier. Parquet financier qui réclamait qu'elle soit jugée pour corruption avec l'ex-patron de Renault. En cause 900 000 € que Rachida Dati aurait perçus en toute confidentialité d'une filiale du groupe automobile lorsqu'elle était eurodéputée. Hasard des choses, on a pris cette décision donc ce matin, juste après son interview sur Sud Radio, interview au cours de laquelle elle était revenue sur, vous vous souvenez sans doute, son altercation avec le journaliste Patrick Cohen sur France 5, un échange tendu au sujet de ses autres accusations. C'est presque 300 000 € qu'elle aurait perçus de GDF Suez, là aussi quand elle était au Parlement européen, des faits contestés par Rachida Dati. Je lui démontre simplement que quand des enquêtes journalistiques le concernant ou concernant d'autres, c'est faux, et quand ça me concerne, c'est vrai. Est-ce que c'est normal que quand je lui dis il y a une enquête qui vous concerne, vous me dites c'est faux, moi je... Et j'acte sa réponse. Quand c'est moi, il me dit c'est faux, je ne suis pas une serpillière. Je ne veux pas être maltraitée, je veux qu'on me respecte. Et souvent, certains journalistes ne me respectent pas, n'emploient pas le même vocabulaire, me renvoient à une condition dans laquelle je ne suis pas, m'essentialisent, pour me reprendre un terme qui est en ce moment à la mode, et je ne rentre pas dans leur case. C'est peut-être ça qui gêne. Rachida Dati, la ministre de la Culture, avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. J'ai tout retrouvé. Rachida Dati a tout à fait le droit de parler librement, mais la comparaison entre Patrick Cohen et elle n'est pas pertinente. Patrick Cohen, qu'on ne l'aime pas ou qu'on l'apprécie, il n'y a pas de procédure contre lui, il n'y a pas de plainte. Pas tout à fait pareil. Je peux qu'abonder, évidemment. Enfin, c'est assez intéressant comme comparaison, en effet, et c'est pas la seule affaire qui
qui l'intéresse, puisqu'apparemment il y en a une autre donc avec GDF. Oui. Évidemment qu'il n'y a pas de décision prise, donc elle bénéficie, et c'est logique, de la présomption d'innocence, c'est une évidence. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas rendu au même niveau. C'est-à-dire quand vous avez un réquisitoire définitif après une information judiciaire, parce que ça vient sur information judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un juge indépendant qui enquête, bon, c'est pas neutre. Sébastien Ménard. Moi, je ne vais pas me prononcer sur le fond, parce que le fond, je ne le maîtrise pas, absolument pas. Je connais parfaitement Rachida Dati, je connais aussi assez bien Patrick Cohen, et moi, je trouve que quand on a en face de soi des donneurs de leçons, parce que c'est le cas de Patrick Cohen, j'ai trouvé, alors peut-être que ça aurait été peut-être plus pertinent que ça soit quelqu'un d'autre que Rachida Dati qui le remette à sa place, mais en l'occurrence, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bienvenu. Allez, le deuxième mot, orage. 2 personnes sont mortes la nuit dernière. Un adolescent de 12 ans a perdu la vie à Picquecos, près de Montauban, touché par la chute d'un arbre alors qu'il se trouvait au bord de la rivière Aveyron avec sa famille. En Mayenne, c'est un homme sur un quad qui est mort après avoir percuté un arbre tombé sur la route. Ces violents orages ont par ailleurs fait aussi 17 blessés. Du côté d'Ortevielle, dans les Landes, l'épisode a été très court mais aussi très intense avec d'énormes grêlons et donc beaucoup de dégâts, nous raconte le maire Didier Moustier. On a toute la toiture de la mairie, environ 70 à 90 tuiles de cassées. On a l'ensemble du photovoltaïque du toit de la médiathèque qui a été mis en place en décembre 2024 et qui est tout cassé. Les Vélux de la médiathèque aussi perforés, donc on a l'étage de la médiathèque inondé. Et sous un côté de la salle polyvalente, on a l'école qui accueille les grandes sections, les CEP et quelques CE1 sur 3 classes. Ces classes-là, je suis pas en capacité de les ouvrir. Didier Moustier, maire d'Ortevielle, dans les Landes, au micro d'Amélie Béguin pour Sud Radio. 70 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début d'après-midi. 3e mot, harcèlement. Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG. Information judiciaire ouverte pour harcèlement moral après une plainte déposée par l'attaquant contre son ancien club. Dans le viseur de Kylian Mbappé, la pratique dite du loft, une pratique déjà dénoncée par d'autres joueurs, une sorte de mise à l'écart des joueurs. Ça se pratique dans les clubs de foot. Désormais attaquant au Real Madrid, Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a déposé plainte à Paris il y a une dizaine de jours. On l'apprend aujourd'hui. Plainte pour harcèlement moral, mais aussi tentative d'extorsion de signature. C'est dans ce cadre qu'il dénonce donc notamment son placement à l'été 2023 dans ce loft du PSG, cette mise un peu au frigo. 2 juges d'instruction, en tout cas, ont été saisis, précise une source proche du dossier. J'ai du mal à comprendre pourquoi attendre 2 ans pour faire ça. Oui, mais ça... Il y a des choses qui se déroulent depuis quelque temps. Je n'aime pas le président du PSG, mais je trouve que Kylian Mbappé, ceux qui le conseillent, n'ont pas une classe folle. Je sais pas. Sébastien Ménard, dans le sport pro, ce qui arrive à Kylian Mbappé, c'est pas un cas isolé. Vous avez Mike James actuellement à Monaco dans le basket qui a été mis à l'écart aussi. Vous avez des joueurs de basket à New York qui ont été mis de côté. Enfin voilà, c'est pour protéger le collectif, on décide d'isoler l'un des membres du collectif. Voilà, ça n'a pas rien d'étonnant. Est-ce que c'est du harcèlement? Je sais pas. On sentait qu'on lui en voulait. Loïc Guérin, c'est vrai que maintenant, quand un joueur va se retrouver au loft, ça va être du harcèlement moral systématiquement. Oui, alors après, sans me prononcer sur le dossier, évidemment, j'en ai aucune idée. Je sais pas ce qu'il y a dans la plainte. Il y a peut-être des choses plus tangibles, donc avec beaucoup de prudence. Mais ça laisse, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie Gère, ça laisse une image un peu détestable pour des gens qui n'ont pas franchement de besoin, qui sont pas dans la misère. On n'est pas sur une salariée qui n'arrive pas à payer ses fins de mois. Derrière ça, il va y avoir un peu de sous quand même. Parce qu'avec des ressources comme celle-ci, même si argent ne veut pas dire nécessairement pouvoir, mais enfin on a quand même un certain levier. On a un petit peu de mal à suivre nécessairement la plainte au départ. Alors il faudra qu'il soit très très convaincant sur le fond, j'imagine. Ce qui me choque un peu... Sauf s'il porte plainte et qu'il donne l'argent à une association. Ce qu'il n'a pas fait apparemment pour... Enfin bon, oui, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Un point simplement que j'avais noté moi aussi dans la presse, c'est la double saisine d'un juge d'instruction pour une plainte pour harcèlement moral. J'aimerais bien voir ça dans les dossiers lambda, y compris dans des dossiers qui ont des encours de plusieurs millions. On a bien du mal à saisir un juge parce qu'il n'y en a pas assez. Merci beaucoup Félix Mathieu, et vous restez avec nous dans un instant. On va revenir, si je retrouve ma feuille, je ne la retrouve pas, sur Ali Khamenei qui est en train de provoquer Donald Trump, ce guide suprême qui dit que Donald Trump fait du spectacle. Voilà. Alors parlons vrai, est-ce que Donald Trump peut
veut ne pas réagir aux propos de Khamenei. Et la question, Ali Khamenei est-il en train de provoquer Donald Trump? Vous dites oui à 70%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Guillaume Lagan est avec nous, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, haut fonctionnaire et auteur des questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Lagan, est-ce que finalement c'est une humiliation aujourd'hui pour Donald Trump? Une humiliation pour Donald Trump, non. Je pense que c'est plutôt des critiques de son opposition interne, des doutes sur le résultat de l'opération, et puis c'est plutôt le pouvoir iranien qui essaie d'éviter cette image d'humiliation en revendiquant une victoire. Allez, restez avec nous, on en parle dans quelques instants. Ce numéro de téléphone 0826 300 300, c'est Zach qui vous attend. Bienvenue sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David. Oh ben, toujours bienvenue et toujours un bonheur d'être en votre compagnie, Cécile. Bien sûr, avec nos invités. Nos invités, bien évidemment. Philippe Bilger, Loïc Guérin, maître Loïc Guérin. Ça vous va? Et Sébastien Minard. Maître Loïc Guérin, il a cassé la vaisselle pendant la pause. Hein. Ouais. Mais c'est pas ma faute, j'étais en colère. Hein. C'est pas ça. Il nous fait de Édouard Je Philippe. tiens à signaler que ça n'est pas sa vaisselle et que voilà et que bon bref, allez, Non, je on ne vous partirai souhaite pas avec la bienvenue. On ne pourra pas dire qui casse rien. Ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Mais que reste-t-il du programme nucléaire iranien? Nous avons fait ce qui devait être fait. La dévastation est immense et absolue. Il y a 2 Iraniens qui sont descendus pour voir ce qu'il en était. Ils ont dit il n'y a plus rien. C'est fini, la guerre est terminée, vient de déclarer Donald Trump depuis le sommet de l'OTAN à La Haye. Première prise de parole depuis le cessez-le-feu conclu avec Israël il y a 2 jours. Le guide suprême iranien est réapparu à la télévision de son pays. Il assure donc qu'Israël a, je cite, failli s'effondrer après les frappes de représailles de l'Iran. Il a des mots très durs également contre Donald Trump et assure que le président américain exagère lorsqu'il assure que le programme nucléaire iranien a été détruit. Et c'est une attaque directe contre Donald Trump. Après 12 jours de silence, le guide suprême dénonce une intervention américaine guidée par le seul sens du spectacle du président. Il parle d'une gifle infligée à Washington et revendique la victoire de l'Iran face à Israël. Alors parlons vrai, est-ce que finalement Trump est si craint que ça dans le monde? Et à la question, Ali Khamenei est-il en train de provoquer Donald Trump? Vous dites oui à 70%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Guillaume Lagan est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, haut fonctionnaire et auteur des questions internationales en fiche aux éditions Ellipse. Philippe Bilger. Je rejoins ce que j'ai cru comprendre de la pensée de notre invité. Moi, je ne perçois pas la réaction du guide Ali Khamenei comme une humiliation pour Donald Trump. Je vois le propos de ce guide suprême, si mal nommé au demeurant, comme une sorte de réaction presque inévitable à la suite d'un boulet qui est passé très proche de la décapitation de l'Iran. Il réagit en cherchant à réduire les propos de Donald Trump sur l'effondrement du nucléaire. C'est un peu l'attitude faraude de quelqu'un qui, au bout du jour, pousse un ouf de soulagement. Pour ma part, j'aurais souhaité, mais évidemment, je ne fais pas la géopolitique mondiale, qu'on aille au bout du travail, comme le disait le chancelier Merz. Les mollahs auraient été éradiqués, que je n'en aurais pas été mari, et donc c'est une réaction, la seule que pouvait avoir le guide suprême. Sébastien Minard. Pas mieux. Je pense que Philippe Bilger, vous avez raison. Qu'est-ce que peut faire Ali Khamenei? Je veux dire, mais il va pas bombarder des États-Unis. Non, mais on attendait. Que pouvait-on attendre de lui? On n'allait pas attendre de celui qui a failli être assassiné ou qui sera peut-être assassiné, de se suicider, c'est-à-dire de disparaître, de se planquer, de s'excuser ou de faire mea culpa ou un travail de contorsion diplomatico, politico, religieux, je sais pas quoi. Il peut évidemment pas le faire. Donc la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui pour sauver ce qui reste à sauver, c'est-à-dire la face, en tout cas pas au niveau international, mais en tout cas parce qu'en fait le message
qu'il envoie, c'est pas un message à Donald Trump, il envoie un message pas à ses électeurs malheureusement, mais il envoie un message au peuple iranien qui continue à le soutenir, où il renvoie aussi un message à celles et ceux qui pensaient peut-être profiter de cette situation pour installer un nouvel ordre, un début de commencement de démocratie, pour leur expliquer, mais en fait ça va pas pouvoir se faire. Voilà, le message il n'est pas pour la communauté internationale évidemment. Loïc Guérin. Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit. Enfin, à mon sens aussi, le message est aussi pour essayer d'exister et de survivre, évidemment. J'ai me venait en tête une espèce de blague un peu, où je me disais que finalement il nous fait du Donald Trump mini, quoi. C'est-à-dire que Donald Trump d'un côté vient jouer les gros bras en disant tout est fini, c'est terminé, la paix est signée, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, que probablement il a remis de l'huile sur le feu, et je pense qu'on peut aujourd'hui en tout cas prendre date, mais je pense pas que dans une semaine on parlera de ce conflit en disant c'est terminé, tout est réglé et tout le monde s'adore. Donc d'un côté on a Donald Trump qui fait dans la communication grossière comme d'habitude, qui roule les mécaniques, qui lui aussi s'adresse à son électorat de base en rajoutant un peu, qui est très en colère de voir que ses services ont rendu un rapport qui est pas tout à fait en accord avec ce qu'il déclare. Et on a de l'autre côté un équivalent dans une situation plus dictatoriale évidemment, mais qui fait un peu la même chose, quoi. Guillaume Lagan, vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, haut fonctionnaire et auteur de Questions internationales en fiche, publié aux éditions Ellipse. On connaît tous le côté un peu matamor de Donald Trump, sachant qu'on a parlé de gifle pour les États-Unis, donc pour Donald Trump. Peut-il rester sans réagir? Parce que c'est quand même une phrase forte, gifle. Bon, je pense que c'est pas ça qui va provoquer une réaction de Monsieur Trump, en tout cas au niveau militaire. Lui, il a dit ce qu'il avait à dire, et son souci aujourd'hui, c'est pas tellement ce que l'Iran dit de la guerre qui vient de se dérouler, c'est plutôt au niveau interne. Convaincre les Américains que les frappes ont bien été menées avec efficacité, qu'elles sont conformes au droit, parce que je vous rappelle qu'il y a des critiques aux États-Unis de la part de l'opposition démocrate sur la question de savoir s'il avait le droit ou pas de les déclencher sans l'approbation du Congrès, et plus généralement de conforter son discours de victoire. S'agissant de l'Iran, je pense que c'est effectivement un discours qui est plus, d'ailleurs c'est le parallèle qu'on peut faire avec Trump, c'est un discours qui est plus à usage interne. Bon, je crois que M. Dia a parlé de fanfaronnade, d'attitude de pharo. Effectivement, c'est un discours un peu hyperbolique, mais qui, pour le coup, et je pense même pour les Iraniens, enfin, je parle du peuple iranien, difficile à croire quand on voit la modération des représailles, entre guillemets, lancées par l'Iran, le fait que les Américains étaient apparemment prévenus, ça montre plutôt quand même l'affaiblissement du régime. Philippe Bilger. Comment voyez-vous, au-delà de ces propos du guide suprême, est-ce que vous considérez que c'est véritablement Donald Trump qui, avec ce cessez-le-feu après une guerre de 12 jours, a gagné, ou bien, comment dirais-je, le fait que ce régime des mollahs va continuer au moins durant un certain temps sans être totalement fragilisé peut être considéré comme un échec en quelque sorte d'Israël et peut-être même des États-Unis par rapport à leur dessein initial? Je suis assez d'accord avec la seconde hypothèse. C'est-à-dire, je pense que si les Israéliens avaient eu le soutien américain, ils auraient poursuivi leur campagne de frappe pour continuer à affaiblir l'Iran sur le plan conventionnel, c'est-à-dire pas uniquement nucléaire, mais tout ce qui est missiles, drones, capacité de frapper Israël. Je pense que de leur point de vue, ils n'ont pas tout à fait fini le travail. Et je pense aussi que le corollaire des attaques contre le nucléaire, c'est-à-dire le changement de régime, ça devenait pour eux une possibilité que M. Trump les a empêchés d'atteindre. Alors maintenant, du point de vue des États-Unis, la question est plus difficile parce que on sait bien que M. Trump, il est partagé il a deux moitiés de cerveau, il est un peu hyplégique, c'est-à-dire vous avez un cerveau interventionniste où il veut montrer la force des États-Unis, le soutien d'Israël, où il déteste l'Iran, et vous avez un cerveau isolationniste qui lui disait surtout n'interviens pas au Moyen-Orient comme ont fait tes prédécesseurs. Donc je pense que en 12 jours, en 2 jours en l'occurrence, puisqu'il a l'intervention américaine a été très courte, il est passé successivement de l'un à l'autre.
Pour vous, le régime iranien s'est renforcé ou est affaibli? Pour vous, Trump a montré une faiblesse ou il s'est aussi renforcé? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Sébastien Ménard veut réagir. Je pense que je suis complètement d'accord avec la dimension. Il y a deux hémisphères dans la tête de Trump, mais avant tout, il est évidemment, on a toujours l'image un peu caricaturale de lui, du businessman, mais derrière ça... Image dont il joue un peu. Oui, tout à fait, mais évidemment, parce que Trump est la caricature de Trump, et la caricature de Trump sert Trump, évidemment. Mais ce qui est important, c'est, je pense que Trump a peur du coup d'après. Il ne sait pas ce qu'il y a après. Et en géopolitique, on dit toujours, on ne tue que celui qu'on remplace. Voilà. Et que pour l'instant, on a beau avoir, entre guillemets, 2-3 interventions médiatiques depuis les États-Unis du fils du Shah d'Iran, mais en fait, c'est pas ça le coup d'après. Et comme il sait pas quel est le coup d'après et qu'il y a quand même des précédents, l'Afghanistan, l'Irak, etc., il veut pas bouger, il veut pas toucher. Il a fait son job. Voilà. Il y avait un programme nucléaire, il a mis un terme à cette histoire de programme nucléaire iranien qui menaçait le monde entier. Guillaume Lagan, oui. peut-être. Et ensuite, juste un mot, je suis pas certain, moi, qu'il ait mis un terme. On verra. On va poser la question à Guillaume Lagan. Parce qu'il y a plusieurs sources. Le régime, le programme nucléaire iranien est détruit pour des années, et d'autres qui disent que finalement, les dégâts sont pas si importants que ça. Y compris les services américains. Y compris les services américains, absolument. Oui. Quelle est, votre opinion, si vous avez des informations dans ce domaine? Plus précise. Non, je n'ai pas d'informations privilégiées, je vous rassure. Ce que je peux simplement considérer, c'est que effectivement, il y a un débat entre experts sur la question de savoir si ce programme a été définitivement détruit, retardé de plusieurs années ou bien de quelques mois, comme le dit un service de renseignement américain. Vu de l'extérieur, ce qui paraît quand même probable, c'est que l'Iran est en position difficile. Quoi qu'on dise, quand on prend plusieurs dizaines de tonnes sur 3 sites atomiques, c'est difficile qu'après ça marche mieux. Donc moi je pense qu'ils ont quand même objectivement reculé, rencontré plus de difficultés. Maintenant la question c'est s'ils passent en mode clandestin, c'est-à-dire s'ils n'ouvrent plus du tout leur programme à l'inspection internationale, qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps je nuance le point en disant, quand on voit le degré de pénétration qu'ont les Israéliens de l'État iranien, je rappelle quand même qu'il y a 12 jours ils ont assassiné les principaux chefs militaires de l'Iran. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas dû se lancer dans cette opération sans avoir les capacités de suivre qui arrivait au programme iranien, en particulier ces fameux 400 kilos d'uranium enrichi dont on nous dit qu'ils étaient peut-être plus à Natanz quand il a été frappé. Donc honnêtement, là on est un peu dans le brouillard de la guerre et je ne pense pas qu'on ait de capacité réelle à connaître le bilan. On part au 0826 300 300, on retrouve Olivier de Lyon. Alors Olivier, qu'en pensez-vous ? Alors moi, pour Monsieur Trump, c'est un dealer politique il y a toujours quelque chose qu'il faut qu'il négocie. Et beaucoup de paroles pour rien. C'est effectivement les Iraniens, ils ont une victoire parce qu'ils sont déjà préparés. Ils ont prévu le bombardement américain. L'uranium était déplacé. Il paraît qu'il faut déplacer l'uranium dans une valise de 5 kilos. Voilà, des bouteilles de 5 kilos. Il y avait des mouvements des camions vus par satellite. Il y avait beaucoup de mouvements de camions 2-3 jours avant le bombardement. Moi, ma pensée ce soir, c'est pour Israël. Israël est toujours en danger. Tant qu'il y a les mollahs, tant qu'il y a cette matrice du mal au Proche-Orient, il y a toujours du mal. Israël, elle est toujours en danger. Parce que le travail n'est pas terminé. Et j'ai pensé aussi pour les Iraniens, les opposants, qu'ils avaient un espoir de changement de régime, qu'ils étaient à l'intérieur, qu'ils ont collaboré avec Israël et avec les Américains. Il y a des rafles actuellement, mais avec des milliers de gens, parfois, vous verrez, il y aura plein de discussions. Et aussi pour les opposants. Voilà. Et pour moi, Israël est toujours en danger jusqu'à ce soir-là. Voilà. Parce que le travail n'était pas fait. Et l'uranium, la bombe atomique pour l'Iran, c'est il serait sur le gâteau. Parce que leur économie, elle n'est pas touchée, l'armée, elle n'est pas touchée, les missiles sont toujours là. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Merci Olivier. Guillaume Lagan, comment se retrouver justement dans ces informations? C'est des informations, c'est très très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, qui est au courant de ce qui se passe? Est-ce que c'est plutôt le Mossad? Est-ce que ce sont plutôt les États-Unis? Qui a la bonne information? Je pense que sur le plan de l'Iran, vous avez les services de renseignement américains et occidentaux. On n'en parle pas beaucoup, mais les Européens ont quand même, à mon avis, quelques petites idées sur ce qui se passe là-bas.
Néanmoins, je le disais tout à l'heure, je pense que quand on voit la précision des frappes israéliennes des premiers jours, c'est probablement quand même le Mossad, peut-être d'ailleurs allié avec une partie de l'opposition iranienne qui a une vision peut-être la plus juste, peut-être pas complète, mais de ce qui se passe. Le parallèle qu'on peut faire, si vous voulez, c'est avec d'autres théâtres régionaux. Rappelez-vous l'affaire des Pipeurs au Liban. Quand on voit l'infiltration qu'ont réussi à faire de ce mouvement les Israéliens, je pense qu'ils ont, y compris sur l'Iran, des renseignements que nous n'avons pas et que peut-être ils ne vont pas rendre publics. Mais est-ce que, permettez, vous voulez, est-ce que Israël pourrait dire, même si on n'a pas l'aval de Washington, finir le travail ou tenter de finir le travail avec l'Iran? Je pense qu'il y a la tentation en Israël de finir le travail avec l'Iran. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par là? Oui. Rappelez-vous, le premier jour, donc on a eu des informations. Sont-elles vraies? Je ne sais pas. Selon lesquelles le guide suprême aurait pu être tué et qu'en fait les Israéliens n'avaient pas voulu le faire sur demande des Américains pour arriver à un compromis. On est peut-être encore sur cette idée. Peut-être y a-t-il la volonté de trouver un accord formalisé ou pas avec les Iraniens. En tout cas, les États-Unis en ont exprimé le désir. Bon, l'appel de M. Khamenei ne va pas tellement dans ce sens. Maintenant, peut-être que aussi pour les Israéliens, s'ils n'ont pas confiance dans le partenaire iranien, ils vont plutôt essayer à nouveau de fragiliser le régime de l'intérieur. Et là, je dirais que ça peut être pour un changement de régime, ou bien tout simplement pour arriver à une situation où l'Iran est très affaibli parce que déchiré par des dissensions internes. Je rappelle, on le dit pas toujours, avec l'Iran, c'est un pays dans lequel la moitié de la population n'est pas perse. Vous avez des mouvements de rébellion armée dans plusieurs minorités, des Kurdes aux Arabes, en passant par les Baloutches. Donc, si vous voulez, c'est une situation qui pourrait, à l'avenir, aussi ressembler à celle qui a été la Syrie pendant plusieurs années. Merci beaucoup Guillaume Lagan, merci pour ces explications. Maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des relations internationales et haut fonctionnaire et auteur aussi de ce livre, Question internationale en fiche aux éditions Ellipse. On vous garde Olivier, puisque dans un instant vous allez pouvoir être peut-être le gagnant de ce Qui c'est qui l'a dit. Il est pas mal aujourd'hui, ils ont été forts nos politiques. Alors, on en parle dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours, et ça tombe bien parce qu'on est très content. Voilà, c'est une phrase qui ne veut rien dire, mais j'avais envie de la dire comme ça. Non, mais ça dérange quelqu'un que je puisse faire un peu. Non, ma psy, je me fais ma propre psy. C'est possible ou pas, hein? C'est ma petite séance tous les matins, tous les soirs, je veux dire, entre 17h et 19h, avec Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Loïc Guérin, et avec notre Olivier qui nous appelle de Lyon. Cher Olivier, cher Lyonnais, que l'on embrasse bien fort. Bah oui, mais vous et tous les Lyonnais qu'on aime beaucoup, vous pouvez lancer le Qui c'est qui l'a dit. Donc attention, c'est à vous. Citoyen, qu'est-ce qu'il a dit? À vous de le dire. Oh, bravo. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Chaque fois mieux. Quel talent. Allez, question Qui c'est qui l'a dit. Écoutez bien, je ne voterai pas la motion de censure des socialistes pour ne pas être l'arbitre de celui qui doit diriger le nouveau Front Populaire. Marie Le Pen. Non. C'est Rassidane? Non. Absolument pas. Ah tiens, pour une fois. Oui, allez-y. Ciotti. Bonne réponse de Sébastien Président Ménard. du groupe UDR à l'Assemblée nationale. Qui c'est qui l'a dit? Il faudrait une dissolution de l'Assemblée en cas de censure du gouvernement, Olivier. Mélenchon. Non. Non. Ah non, pas le même bord. Non. Ah d'accord. Ah bah allez-y. Bardella, Chenu, Jacobelli, Le Pen. Non, ça commence... Oui. Non, un indice. Il a occupé de hautes fonctions. Oui, il a été le troisième personnage. Michel Barnier. C'est lui. Merci Cécile. Absolument. 3 points. mais j'accepte. Hein. Voilà. Quelle raison auriez-vous de ne pas accepter Philippe Bilger est joueur et arbitre en même temps. Philippe Bilger, il est gardien de but, il en encaisse, il va voir l'arbitre, il dit j'accepte que vous l'accordiez. Évidemment, oui. Non, mais il a été inspiré par Canonier, c'est très bien comme ça. Ça fait 6-0, hein. Pas mal. C'est le roi Bilger. Demandez, et qui c'est qui l'a dit, demandez à un maire qui voit devant lui quelqu'un qui est sous OQTF et à qui on demande de célébrer un mariage au nom de la loi de la République
musique, il y a un côté quasi schizophrénique. Ménard, Monsieur Ménard. Non, c'est pas Ménard, non. Non, c'est pas C'est Ménard. quelqu'un qui a un haut personnage. Je l'ai vu ce matin, c'est mince. Il a plus d'une corde à son arc. Ah oui. Il a plus d'une corde à son arc. Pour vous donner... Larcher. Évidemment, Gérard Larcher. S'il a plus d'une corde à son arc. J'allais dire, pour vous aider, sa femme a demandé de faire en sorte que les frigos soient fermés définitivement au Sénat. C'est vrai en plus. Alors, c'est vrai. Olivier, qui c'est qui l'a dit? Celle-là, elle est facile. Je ne suis pas une serpillière. Je ne veux pas être maltraité. Olivier. Bonne réponse d'Olivier. Ah, voilà. Qui c'est qui l'a dit? La France sous Macron est devenue le laquais de Netanyahou et Trump. Olivier. Villepin. Non. Mélenchon. Non. C'est Panot. Bonne réponse, il l'a dit un peu avant vous. Si ce n'est pas. Non, il l'a dit avant vous. dit que je l'ai dit avant lui. J'ai dit que Sébastien Ménard l'a dit avant vous. Tiens, c'est étonnant. Philippe Bilger. Qu'est-ce qu'on dit, c'est Maxime? étonnant. Si ce n'est pas Mélenchon, c'est On va Panot. faire une petite VAR et je reviens vers vous dans quelques instants. Voilà, il va écouter ça. Si c'est comme au foot, on a la réponse à l'heure de Jacques Pessis. Je crois que... Qui c'est qui Arrêtez l'a la dit? méchanceté. Qui c'est qui l'a dit, Olivier, sur le Moyen-Orient? Un jour, la France et le président Macron seront peut-être jugés parmi d'autres dirigeants devant un tribunal international pour complicité de génocide. Mélenchon. Non, c'est pas Mélenchon. C'est pas Guettet. Si, bonne réponse de Philippe Bilger. Clémence Guettet, députée LFI. Et on n'a pas de raison de ne pas vous accorder les 3 points, Philippe Bilger. J'étais pas loin. Olivier, vous étiez pas loin, vous étiez loin. Vous avez dit quoi? Et il a dit Mélenchon. Par rapport à Mélenchon, voilà. Mais c'est à lui que je pense, pas à vous. On se doutait bien que c'était dans ce camp-là, mais on quel savait pas qui perroquet, c'était. celui-là? En clair, comme Olivier et Lyon, vous allez parler au charcutier, pas à l'andouille, c'est ça? Elle est bonne. Ouais. Elle est bien grasse, cette andouille, en tout cas. Allez, qui c'est qui l'a dit? Nous aussi, Européens, sommes menacés par la menace nucléaire de l'Iran. Olivier. Bayrou. Oui. Bonne réponse d'Olivier. Ouh là là. Monsieur le il est en Premier forme, ministre. Olivier. Qui c'est qui l'a dit? L'Europe n'est pas prête pour la guerre, donc c'est difficile de faire porter la voix de la paix. J'ai trouvé qu'elle était très drôle, celle-là. Alors, c'est un vice-président de l'Assemblée nationale, Olivier. Vice-président de l'Assemblée nationale. Aucune idée. Lescure. Bonne réponse, Roland Lescure. Ouais. Voilà. Vice-président EPR de l'Assemblée nationale au cas où. Qui c'est qui l'a dit? Sur le Moyen-Orient, Donald Trump a pris la main et la communauté internationale est tétanisée. Olivier. Bayrou. Non. C'est un député dont on parle énormément et qui est pas majoritaire dans son parti, on va dire. Tiens. Et qui est très fâché contre Jean-Luc Mélenchon. Bonne réponse de Sébastien Ménard. Jérôme Gage. On a le temps pour une dernière ou Je crois pas? que Sébastien Ménard m'a éclaté un tampon. Je suis désolé, mais. Ça doit être l'autre. Parlez-moi de l'oreille gauche, parce que la droite, elle est décédée. Est-ce qu'on a la VAR, mon cher Maxime? Non, il n'y avait pas de doute. Et c'était qui? C'était Sébastien Ménard. Ah bah voilà. Il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute. Et pourquoi vous avez discuté alors? Mais parce que Passez avec le vous, plaisir. je me méfie. Ah bah c'est Sébastien Ménard qui a gagné 18 points devant Olivier. Ah ouais. 6 points. 3 points pour Philippe Bilger. Et moi je dis. Loïc Guérin fait du social comme d'habitude. Égal. Bravo, Loïc. Ouais, c'est une manière de vous distinguer aussi. Et c'est facile. C'est le côté pro bono de Loïc Guérin. Exactement. En tout cas, mon cher Olivier, vous êtes le deuxième sur cette marche et je vous en félicite. Bravo, Olivier. Merci. J'embrasse tous et merci beaucoup et continuez comme ça, ne changez rien. Et ben vous non plus ne changez rien, Olivier. Vous revenez quand vous voulez, bien entendu. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le journal, bien entendu aussi. La météo avec Rémi André, avec des vigilances orange pour la météo pour certains départements. On va vous en parler. Et Philippe David. Une femme m'a brisé le cœur et ça va être mon coup de gueule. Et vous me regardez, j'ai rien fait. Je Mais vous jure, c'était j'ai pas rien vous. fait. Ah bon, d'accord. Vous allez voir. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et des vraies voix guillerettes aujourd'hui avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Loïc Guérin. Et vous appelle comme tous les jours au 0826 300 300. Parfois vous laissez des messages sur les répondeurs, donc on vous rappelle. Et c'est ce qu'on a fait avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonjour Cécile, bonsoir à toutes et tous. Voilà. Et vous vouliez pousser un coup de gueule contre Retailleau, qui selon vous protège les groupes d'extrême droite. Ouais, on pourrait se réjouir de se rendre compte que Bruno Retailleau protège des groupes homosexuels ou LGBT. Mais malheureusement, on peut quand même pas se réjouir. Voilà, on a un groupe donc Eros qui tient impérativement à participer à la marche des fiertés, alors que le reste de l'année, évidemment, ils tiennent des propos transphobes, xénophobes, etc. L'inter-LGBT, qui est quand même composé de 130 associations, dit ce serait mieux quand même que vous veniez pas foutre la merde. Et la solution qui est trouvée, c'est qu'on va affecter des CRS pour protéger, en gros, des fachos dans la marche des fiertés samedi. Et donc je dis bravo Bruno Retailleau. Alors, Philippe Bilger, vous aviez fait votre tour de table. Vous ne trouvez pas étrange que la marche des fiertés est organisée pour lutter contre les discriminations dont les associations que vous venez d'évoquer sont victimes, et elles-mêmes font une discrimination à l'égard d'un mouvement en le qualifiant de fasciste et d'identitaire? C'est assez surprenant. Vous avez raison, Philippe. C'est difficile de vous donner tort. Vous avez raison. Mais dans ce cas-là, si on traite cette discrimination, il faut aussi qu'on parle de la discrimination de cette association Eros tout le reste de l'année, qui est vraiment, vraiment, pour le coup, très discriminante. Donc est-ce qu'ils peuvent pas aller simplement, puisque le reste de l'année, ils passent leur temps à cracher sur les 130 associations qui organisent cette marche des fiertés. Est-ce qu'ils peuvent pas juste arrêter de nous pomper l'air, en fait, qu'ils fassent leur marche, qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, mais est-ce que c'est vraiment le bon timing, le bon moment et le bon endroit pour venir exprimer leur haine? D'accord. Ce serait un long débat, en tout cas. C'était intéressant. Courtois et très agréable. Bah oui, mais Baptiste, il est toujours très courtois. Merci beaucoup, Baptiste, en tout cas, d'avoir posé ce sujet. Vous restez avec nous au 0826 300 300. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. On va commencer par Loïc Guérin. Tiens, donc de quoi parle-t-on? Je sais, c'est à vous. C'est à vous. Non, mais de quoi on va parler de l'OTAN, du dernier sommet de l'OTAN et avec Sébastien Ménard. Pendant que la France est sous la pluie, Biarritz fait son cinéma. Et avec Philippe Bilger. Espoir contre le diabète. Et on a tout de suite, c'est le coup de gueule de Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Vraie voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table généreuse, Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Loïc Guérin qui feront leur tour de table dans quelques instants. Mais avant tout, c'est le pestacle de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Marseille, préfecture des Bouches-du-Rhône. Pourquoi Marseille ? Parce que c'est là qu'a été massacré à coups de couteau devant son enfant de 20 mois, le médecin militaire Alban Gervaise, et que son meurtrier n'aura aucun compte à rendre devant la justice, puisque selon les experts, il aurait été au moment des faits pris, je cite, de bouffée délirante aiguë, et qu'il avait été testé positif au cannabis au moment de sa garde à vue. Et je dois dire que la vidéo de sa veuve que j'ai vue sur les réseaux sociaux m'a brisé le cœur, vidéo dans laquelle elle demande pardon à son mari. Et je dois avouer que je me demande quelle est la valeur de ces expertises psychiatriques. En effet, comment des expertises effectuées des semaines et des semaines après des faits peuvent-elles démontrer qu'une personne aurait eu des bouffées délirantes alors qu'elle n'est plus dans la même situation? Comment expliquer que l'intéressé, Mohamed El, soit allé en reconnaissance devant l'établissement scolaire où il a commis l'irréparable le vendredi précédent, si ce n'est pour préméditer son acte? Comment expliquer qu'une heure avant de tuer sauvagement Alban Gervaise, il s'était introduit de force dans le véhicule d'une enseignante qui n'a probablement dû sa survie qu'à la fuite? Une bouffée délirante qui me semble franchement de longue durée. Comment expliquer, alors que le tueur a déclaré aux policiers à leur arrivée « Laissez-moi le finir parce qu'il n'était pas mort. Au nom de Dieu, je vais le finir. C'est le diable. Je lui ai mis 30 coups de couteau. » que l'acte était si délirant que ça. Sauf à croire que tous ceux qui tuent au nom
de Dieu sont victimes de bouffées délirantes. Des propos qui rappellent ceux de Kobili Traoré, le tueur de Sarah Halimi, qu'il avait torturé et tué parce qu'elle était le diable, Shaitan. Pour ce qui est du cannabis, comment oser sous-entendre, comme pour le meurtre barbare de Sarah Halimi, que le cannabis pose un problème en termes de discernement, que ce serait limite une circonstance atténuante, alors que pour les accidents de la route, c'est une circonstance aggravante. Un rappeur a d'ailleurs été condamné hier à 6 ans de prison pour avoir tué un de ses amis lors d'un accident de la route alors qu'il était sous cannabis. Autant de questions qui restent sans réponse et qui, il faut le craindre, vont se reposer trop souvent. Vos questions sont tout à fait pertinentes, mais vous appartenez à cette catégorie de Français, et ça n'est pas du tout méprisant dans ma bouche, bien au contraire, qui ont du mal à comprendre, pardonnez-moi, qu'une forme de rationalité criminelle peut être compatible le moment précis où le crime est commis avec une irresponsabilité pénale. Ce qui fait partie d'un état de droit, c'est tout de même qu'on ne juge pas les irresponsables. Ça n'est pas ce que vous avez dit. Et je comprends que ce soit parfois dur à comprendre, mais on voit le passé d'un individu, on voit les modalités du crime, on imagine ce qui s'est passé, et les experts peuvent se tromper, je vous l'accorde, c'est pour ça qu'on en fait plusieurs. Loïc Guérin, avocat pénaliste. Je vais pas pouvoir dire beaucoup mieux que ça. J'entends les récriminations. Je ne peux qu'imaginer avec beaucoup d'empathie la situation dans laquelle se trouve. Regardez la vidéo de sa veuve. Il n'y a pas de mots. Mais alors, malheureusement ou heureusement, le système a cette froideur-là, qui doit prendre ce recul. Il n'est pas là pour réagir dans l'émotion ou dans le pathos. Il y a des règles qui doivent être absolument respectées à chaque fois. Il n'y a pas des cas particuliers selon les faits divers. Et si les expertises, et en l'occurrence ça a l'air d'être le cas, et je crois d'ailleurs qu'il y a 3 expertises qui sont concordantes. Voilà. Non mais je rebondis, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste le fait est là. Philippe a raison de dire pourquoi c'est interdit au volant et pourquoi lors d'un crime c'est limite circonstance atténuante. Il était coupable certainement à cause du cannabis. L'affaire Halimi que vous mentionniez a justement fait évoluer le droit. Alors on est d'accord ou pas d'accord, il peut y avoir débat, mais justement pour essayer de pousser un peu dans le sens d'une responsabilité large. Tout le monde s'en fout, mais moi je suis pas d'accord. Allez. Non, mais vous avez raison, Cécile. Et moi, une fois n'est pas coutume, je vais être complètement d'accord avec Philippe David. Je pense que quand on a un monde qui part en vrille et des sociétés qui sont sauvages, je pense qu'à un moment, les règles du jeu, maître, il faut les faire évoluer un peu. C'est vrai. Allez, merci beaucoup. Merci Philippe David. Tout de suite, l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et donc J-2 avant la finale du top 14 entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles. Et l'ambiance monte à part, en tout cas, de part et d'autre. Oui, on ira prendre la température du côté de Bordeaux dans un instant avec le président d'un club de supporters. Sachez en tout cas côté toulousain qu'il y avait une grosse ambiance tout à l'heure au stade Ernest Vallon où les joueurs prenaient le départ pour la capitale. Allez, Toulouse, les supporters sont là, allez, Toulouse, les supporters sont là, allez, Toulouse. Ça risque d'être un gros match parce qu'en face c'est quand même sacrément solide. Ça reste Bordeaux, on a vu en demi-finale ce que ça a donné, mais ça devrait le faire. On va avoir un peu une ère de revanche pour nous et eux par rapport à la finale l'année dernière. Mais je pense qu'on va avoir le droit à un beau spectacle, je pense. On va pas leur mettre le même score que l'année dernière, c'est sûr. Mais on va gagner. Ouais. Des joueurs toulousains filmés par Christine Bouillot pour Sud Radio, c'est à retrouver sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes donc en ligne côté bordelais avec le président du club de supporters UBB Fans. Bonsoir Patrick Rosa. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Vous les avez entendus, ces supporters toulousains qui se veulent confiants mais prudents, on va dire, après le sacre européen de l'UBB. Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Confiance après ce titre? Je suis tout à fait d'accord avec eux. On est très confiants et très prudents. On a une équipe qui tourne à mort, qui nous a fait une demi-finale géniale, qui a marché sur l'eau durant la finale. Mais en face, c'est Toulouse. Donc on se rappelle de l'année dernière où le match contre La Rochelle, ils ont failli le perdre. Sans les cartons rouges, peut-être qu'ils l'auraient perdu. Et puis ils nous en ont filé 59 sur la finale en faisant ce qu'ils voulaient. Donc on se méfie beaucoup. On se méfie vraiment beaucoup, mais on est confiant.
on est confiant, on connaît la valeur de nos joueurs, donc on va aller là-bas, les supporter et les aider autant qu'on peut. Est-ce que cette année, c'est pas l'année ou jamais pour le doublé, vu le nombre de blessés qu'il y a au Stade Toulousain? Il y a Antoine Dupont, Moavaka, il y a beaucoup de blessés au Stade Toulousain quand même. Ça a probablement joué aussi pour la demi-finale. Oui, ça joue aussi. On a aussi quelques blessés notables. Carlos Sadi qui nous a affaiblis à la pile droite. Qui veut dire, et Falatea qui a été blessé avec sa commotion et qui devrait peut-être être sur la feuille de match. Et Louis Bielbiarré sera là. Louis Bielbiarré demandez-lui de courir un peu moins vite, hein, voilà. Pour Toulouse. Je vous dirais que c'était un peu partagé au niveau des supporters, parce que les symptômes qu'il a sont quand même nous rassurent pas énormément, et il y avait une frange pas négligeable de supporters qui étaient presque en faveur qu'il joue pas pour préserver la santé du joueur. Il en refera des finales avec nous, donc en tout cas on l'espère. Donc mais s'il est là, c'est que le staff et les médecins ont évalué qu'il pouvait jouer, et on en est content bien évidemment. En tout cas, on pensera bien à vous. Merci beaucoup, Patrick Rosa, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du club de supporters UBB Fans. Merci beaucoup. Merci, et puis on vous souhaite un bon match, en tout cas, pour vous et pour les Toulousains, bien entendu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Loïc Guérin. De quoi parle-t-on dans un instant? L'OTAN et le dernier sommet. Avec vous, Sébastien Ménard. Pendant que la France est sous la pluie, Biarritz fait son cinéma. Et avec Philippe Bilger. Un espoir contre le diabète. Contre le diabète. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas ce numéro de téléphone 0826 300 300. On aime vous entendre à l'antenne. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix tous les jours de 17h à 19h, et c'est un vrai plaisir de vous accueillir avec nous. On espère que vous passez un très bon moment. En tout cas, on s'y attelle le mieux que l'on peut, hein, Philippe David. Bien sûr. Ouais, vous pourriez faire mieux, Philippe, mais bon. On essaye. Mais mon cas est désespéré, vous le savez. La méchanceté. Pourquoi est-elle si méchante? C'est la jalousie, je pense. Je pense que je suis jalouse de vous. Voilà, c'est tout. Il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Philippe Bilger est avec nous autour de cette table. Sébastien Ménard et avec Loïc Guérin. Et on va démarrer par Philippe Bilger. Ce tour de table de l'actu tout de suite. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Le tour de table de l'actualité. Ils aiment bien les jingles avec Philippe Bilger. Oui. Mais franchement, pourquoi c'est pas sur vous le fait que vous ne pouvez pas compter sur votre physique? Parce que c'est nous qui commandons les. Oui, d'accord. Je vous remercie infiniment. Le masochisme n'est pas de rigueur. On va pas s'auto-atomiser quand même. Oui. Il est très bon. On se suffit à nous-mêmes. Je vais démontrer au contraire par mon coup de cœur, mon humanisme authentique. Là, vous me pardonnerez, mes amis, de lire parce que je ne veux pas commettre d'erreur sur le plan médical. Et quand j'ai vu cet espoir qui peut guérir le diabète demain, j'ai été enthousiasmé. Ça m'a fait plaisir de partager cette nouvelle avec vous. Ça veut dire, la greffe d'îlot pancréatique, régulateur naturel de glycémie, produit à partir de cellules souches, pourrait permettre aux diabétiques de type 1 de se passer d'insuline. À l'horizon, la guérison d'une maladie jusque-là incurable. Je ne saurais pas raconter dans le détail, mais à partir de cela, c'est quelque chose qui peut être extraordinaire demain. La médecine accélère très vite. On a eu un propos au début de cette excellente émission qui nous a donné le moral. En voilà. En deuxième, voilà, pour cette deuxième heure. Les progrès de la médecine, fabuleux. C'est également une très bonne nouvelle, effectivement, puis ça fait toujours du bien. Et moi, ça m'intéresse d'autant plus que pour être tout à fait personnel, j'ai des membres de ma famille qui traînent un peu ça. Donc on sait que, heureusement, je suis pas affecté, mais des oncles et des grands-parents ont été affectés par ce genre de maladie à une époque où malheureusement. Et c'est souvent transmis de génération en génération. C'est toute la difficulté. Donc je ne sais pas si mes enfants ou mes petits-enfants, eux aussi, malheureusement, hériteront de ça un jour. Donc ça me réjouit à la fois à titre personnel et en tant que citoyen. J'ajoute qu'en plus, je crois, mais peut-être que je me trompe, que c'est une occurrence de plus en plus grande, vu l'hygiène alimentaire qui n'est pas toujours exemplaire aujourd'hui.
Donc ce genre de problème apparemment en plus récurrent. Donc c'est d'autant plus une bonne nouvelle pour tout le monde. Et j'en profite pour saluer les chercheurs aujourd'hui français. Qui font un travail extraordinaire. Oui. Et qui cherchent dans des conditions souvent budgétaires, souvent dégradées. Parce qu'on a souvent l'habitude de critiquer les grands laboratoires pharmaceutiques, mais sans eux, il n'y aurait pas autant de progrès qu'on imagine. Et comme on a parlé de l'Iran et qu'on a parlé des mégatonnes de bombes qui ont été déversées sur l'Iran, imaginez ce que ça coûte. Le 10e de ce que ça a pu coûter consacré à la recherche en France et au-delà, ça permettrait aussi d'accélérer des causes, en tout cas de faire avancer des causes comme la lutte contre le diabète, mon cher Philippe Bilger. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, peut-être avec vous, Sébastien Ménard, c'est la 3e édition du Biarritz Film Festival. Et oui, parce que le saviez-vous, en fait, le festival de Cannes n'aurait pas dû avoir lieu à Cannes. À Cannes, voilà, ça aurait dû dans les années 30. Jean Zay souhaitait que ça soit, qui était ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts, souhaitait que ça se déroule à Biarritz. Et ça s'est pas fait à Biarritz. Donc, on a décidé, nous, il y a un peu plus de 3 ans, de corriger ça. Mais on s'est dit finalement des festivals internationaux de films, il y en a beaucoup, mais on va essayer de trouver un biais, une particularité un peu innovante. Et puis disruptif. Disruptif. C'est un peu des mots valises et des mots tarte à la crème. On s'est dit qu'on allait faire confiance aux jeunes et qu'on allait faire un festival international du film avec des jeunes, pas que pour des jeunes, mais qui parlerait évidemment de jeunes à des jeunes et en ayant un parti pris jeune. Alors, on a cette année pas que des jeunes, on a Mallory Vanek, Virginie Ledoyen, Sofia Coppola, Joséphine Japy, James Franco, Carla Bruni, qui sont venus aider pour permettre à un jury parmi 8 films d'élire le film qui incarnera le mieux finalement cette vision positive, enthousiasmante d'un monde apaisé, mais d'un monde qui réfléchit, d'un monde qui avance, d'un monde qui progresse. Voilà, donc je suis assez fier. Et pour tout vous dire, quand il y a 3 ans, la maire de Biarritz, Maïda Rostegui, nous a proposé ça, on se disait non, mais bon, encore un film, et évidemment ça va coûter beaucoup d'argent, et on a réussi à faire un truc incroyable avec beaucoup de sponsors, et ça marche. Et donc venez à Biarritz, ça se termine ce week-end, et je repars demain matin justement pour ça. Je vais vous quitter, mais voilà, donc le Festival international du film de Biarritz, 3e édition. Merci Cécile de l'avoir signalé, et je suis très très heureux de savoir qu'il y a plein de jeunes du monde entier qui sont venus et qui portent une image extraordinairement positive du monde et de la jeunesse d'aujourd'hui. Les spectateurs ont le droit d'avoir un certain âge. Vous êtes invité, Philippe Bilger. Vous pouvez venir, prenez un avion. Je serais venu avec plaisir, vraiment. Voilà. Fan de cinéma? Oui, enfin le film français de moins en moins, mais bon, mais oui, bien sûr, dans l'absolu, c'est un vrai morceau d'art qui en plus peut parler à différentes générations et de différentes manières. Juste une question sur le jury. Ce sont des jeunes dans le jury ou on va chercher les... Non, ils ont tous moins de 35 ans. D'accord, voilà. Okay. Donc vous avez... ils sont sélectionnés sur quelle base? Alors, sur la base... C'est le juriste qui parle, pardon. Vous avez des jeunes réalisateurs, vous avez des jeunes acteurs, vous avez des jeunes photographes, vous avez des jeunes journalistes. Voilà, et évidemment, l'idée, c'est pas de... Même si au Pays Basque, on aime bien être un peu entre nous, mais comme on est très ouvert, par définition, on a un jury qui est cosmopolite et international. Nous, on a 35 ans, mais hors taxe, je vous le dis tout de suite. Mais non, c'est si, à peine. Loïc Guérin, un sujet important, sommet de l'OTAN, le passé doit être dépassé. Oui, ça, c'est un peu moins positif que les nouvelles qu'on a eues jusque-là. J'avais envie, alors c'est pas un coup de gueule, mais un petit peu quand même. Après tout, c'est aussi un peu mon tempérament. J'étais très agacé en voyant les rapports qui pouvaient être faits journalistiquement d'ailleurs, mais de manière un peu objective aussi. La façon dont le sommet s'est déroulé, la façon dont, une fois encore, essentiellement les Européens d'ailleurs, on n'a absolument pas été existant. On a mis le tapis rouge à Monsieur Trump qui est venu faire son show, qui a affiché un certain mépris d'ailleurs pour un peu tout le monde, qui est venu récupérer là un appui dont il a à mon avis pas besoin et qu'il ne mérite pas. Et on a encore une fois affiché nos faiblesses structurelles. Alors je passe sur les détails, mais je vous renvoie aux articles de presse qui sont pas mal faits là-dessus. On lui a choisi le meilleur hôtel possible. On a un secrétaire général de l'OTAN qui s'est couché plus bas que terre pour le flatter d'une manière grossière, qu'il a appelé papa, et tout le reste. Bref, c'est clownesque. Et je trouve qu'en termes de posture, une fois encore, l'Europe n'est pas au rendez-vous.
Et ça amène peut-être une réflexion moyen terme, long terme. Est-ce qu'on peut pas, une bonne fois pour toutes, se passer de l'OTAN et surtout du grand frère américain pour construire nous-mêmes? Alors ça ne veut pas dire qu'on intègre nécessairement, mais faire une Europe de la défense un peu plus consistante. Sébastien Ménard, pour faire la synthèse entre vos deux tours de table, autant on emporte le vent. C'est exactement ça. Mais chef, je l'avais noté. Je sais pas osé. Allez-y, parce que tout le monde ne pourra pas parler. Maître Loïc Guérin, moi j'ai quand même le sentiment que c'est un petit peu ce à quoi, quelque part, Donald Trump nous prépare, avec ce qui se passe en Ukraine, avec je dirais, le désengagement américain. C'est un peu débrouillez-vous, organisez-vous, démerdez-vous, quoi. Oui. Mais je pas l'impression qu'on saisit la balle. Ça ne justifie pas la flagornerie invraisemblable à l'égard de Donald Trump, qui a eu le droit d'être le seul à être logé dans le palais. Exactement. Allez, merci les amis, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur cette information pour réduire le déficit en forte hausse. L'assurance maladie propose de limiter certains remboursements comme les cures thermales ou les cancers en rémission. Alors parlons vrai, comme il y a aussi les arrêts maladie. Est-ce que pour vous, les abus sont massifs sur les arrêts maladie? À cette question, l'assurance maladie a-t-elle raison de vouloir limiter les arrêts de travail? Vous dites oui à 52%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Le docteur Jean-Paul Almond est avec nous, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On sent que cette mesure vise les médecins les plus prescripteurs. On est d'accord? Je crois qu'il y a un boulet rouge. C'est un boulet rouge parce que la caisse d'assurance maladie ne va pas vérifier les conditions d'exercice des salariés au sein de l'entreprise. On est en train de nous bassiner avec de la prévention. Mais qui ici, parmi vos auditeurs, a vu un médecin du travail se déplacer pour aller vérifier les conditions d'exercice au sein des entreprises? On a vu des gens, on a vu les open space, mais maintenant, il y a des génies qui ont inventé le flex office, c'est-à-dire que vous êtes dans un open space et vous n'avez pas d'endroit spécial pour travailler. C'est le premier arrivé qui se pointe. Et qui ou alors vous rentrez chez vous. Donc si vous voulez, mais les responsables, naturellement, les responsables, ce sont les médecins généralistes. Et puis quand même, il y a des génies à Bercy qui vous disent que le coût des arrêts de travail a augmenté, mais en comparant ça à il y a 5 ou 6 ans, et depuis 5 ou 6 ans, heureusement pour les Français, le chômage a reculé, donc il y a plus de travailleurs, donc il y a plus d'arrêts de travail, et les salaires ont un peu augmenté, et naturellement, les arrêts de travail coûtent plus cher. Mais les responsables, ce sont les seuls médecins généralistes. Et ça tombe bien parce qu'il y en a trop en France actuellement. On est en train de les harceler. Et donc tout va bien. Jean-Paul, on fait la pub et on fait le débat. Allez, on arrive. Il remonte. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio, et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Sébastien Ménard, Loïc Guérin, bien évidemment Cécile de Ménibus. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un arrêt de travail en quelques clics et sans même voir un médecin. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile et complètement illégal. On sait de mieux en mieux les détecter. On affine nos contrôles. On se donne de plus en plus de moyens en termes d'outils pour pouvoir les détecter au mieux. On a des assurés qui fraudent et on a évidemment les professionnels de santé qui ne sont pas plus fraudeurs mais qui sont parfois à procéder à des facturations indues, des surfacturations, des cumuls de facturation, et donc on a là aussi des comportements qui sont parfois frauduleux. Et l'assurance maladie s'alarme. Son déficit pourrait passer de 16 à 41 milliards d'euros en 2030. Elle propose notamment du coup de sortir les cancers en phase de rémission du dispositif affection longue durée, et autres propositions de ne plus rembourser les cures thermales à 100% par exemple. Alors parlons vrai, est-ce que les arrêts maladie sont la piste prioritaire pour lutter contre le déficit de la sécurité sociale? Et à cette question, l'assurance maladie a-t-elle raison de vouloir limiter les arrêts de travail? Vous dites oui à 52%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on peut comprendre que les médecins sont vent debout avec le docteur Jean-Paul Almond qui est avec nous, un président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci beaucoup Jean-Paul Almond d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. J'ai bien compris que le docteur Almond, qui nous a donné son point de vue, trouve que les médecins sont encore une fois les boucs émissaires. Il n'empêche que je trouve, sans la connaître dans le détail, que cette volonté
de réduire un peu le déficit de l'assurance maladie, notamment en luttant contre les arrêts de travail, entre guillemets, bidons qui sont multiples, est une bonne chose. Dans un monde idéal où l'honnêteté serait la règle, on n'aurait pas à faire tout ça. Mais je pense que la direction est bonne et qu'il faut le faire. Malheureusement, trop de gens fraudent parce qu'ils sont malhonnêtes. Loïc Guérin. Et qu'on leur permet de l'être. Pardon. J'entends évidemment les critiques j'anticipe en tout cas les critiques qui vont être formulées par notre invité. Pour certaines, je les rejoins, mais je rejoins surtout Philippe Bilger. Dans le cadre de mon activité professionnelle, je dois dire qu'on voit quand même un peu trop, de manière récurrente, des arrêts maladie qui sont des arrêts maladie, je dirais, diplomatiques. C'est-à-dire aussitôt qu'il y a une tension au sein de l'entreprise, que le vent commence un peu à souffler fort, on se fait arrêter, on est en arrêt maladie. On a régulièrement même d'ailleurs des convocations pour des licenciements qui sont reportés parce que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la personne obtient des certificats médicaux que l'on présuppose quand même très complaisants, pour ne pas dire parfaitement complaisants. C'est ça. Moi, j'essaye toujours de ne pas... J'ai beaucoup de salariés, j'ai beaucoup de collaborateurs, j'essaye toujours de ne stigmatiser personne. Après, je prends aussi le pouls, comme vous, Philippe Bilger, de ce qui se passe en vrai. Comme les médecins aussi, en général. Oui. Et je voulais faire un mauvais jeu de mots, mais on prend toujours le pouls de ce qu'on va appeler les arrêts de travail qui sont justifiés. Voilà. Des arrêts de travail, maître, qui sont, vous parlez diplomatiques, moi, que je vais qualifier de convenance. Et puis j'ai aussi une pensée pour celles et ceux qui ne peuvent pas en prendre. Parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'on parle encore d'économie. Mais si vous pensez à toutes celles et tous ceux qui font aussi, il y a les salariés qui font tourner la France, mais il y a aussi des tas d'entrepreneurs qui ne peuvent pas prendre d'arrêt maladie. Non. Parce que quand ils prennent un arrêt maladie, ils ne sont pris en charge par personne. Donc, par eux-mêmes. Voilà, par eux-mêmes. Ils sont pas couverts, ils sont pas soutenus. Et puis surtout, tout s'écroule quand ils sont out, entre guillemets. Donc moi, mon sujet n'est pas aujourd'hui de dire l'État doit faire 16 milliards d'économies, 20 milliards d'économies, 41 milliards d'économies à l'horizon 2030. C'est comment finalement on remet collectivement un peu de sincérité, un peu d'honnêteté dans ce modèle social qu'on a tous envie quelque part de protéger. Parce que certains en profitent, et c'est bien, certains en abusent, et c'est moins bien, et certains en ont besoin et ne peuvent malheureusement pas en profiter. Jean-Paul Hamon, vous êtes président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Quand vous entendez les vraies voix, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quand même des gens qui exagèrent sur les arrêts maladie aussi. Je suis surtout médecin généraliste en exercice et je peux vous dire que je demande aux salariés quand est-ce qu'ils ont vu un médecin du travail venir vérifier les conditions du travail au sein de l'entreprise. C'est pas parce que vous allez pisser dans un bocal devant une infirmière du travail qu'il y a une médecine du travail qui vérifie les conditions d'exercice au sein de l'entreprise. Il n'y a plus de médecin du travail. On a un gouvernement qui nous parle de prévention, mais il n'y a plus de médecin scolaire pour les gamins et il n'y a plus de médecin du travail pour aller vérifier les conditions d'exercice des salariés au sein de l'entreprise. Il y a 2 ans, j'étais avec mon interne, je faisais une visite à domicile et je lui ai dit, écoute, tiens, on va se marrer. Il y avait 4 Africains qui étaient en train de couler du goudron sur les trottoirs. Le goudron, c'est pas un produit anodin, et le goudron chaud en plus. Hein. Et donc, je suis allé les voir, et puis je lui ai demandé, alors j'ai commencé à les voir, et je leur dis, alors les gars, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu de médecin du travail? Là, les types, ils étaient un peu inquiets, parce que visiblement, la régularité ne devait pas être régularisée. Ils se sont tournés vers le plus ancien, et qui était là depuis un moment, visiblement, il travaillait depuis 15 ans, et je lui ai dit, quand est-ce que vous avez vu un médecin du travail? Il m'a dit, jamais. 15 ans, jamais. Oui, mais ils n'ont pas dû s'arrêter beaucoup, ceux-là. C'est pas de ceux-là dont on parle aujourd'hui. Mais attendez. Si vous n'avez pas, regardez, vous avez des conditions de travail où il y a les open space. Maintenant, on a inventé le flex office. Les gens n'ont plus de place attribuée dans leur travail. C'est au premier arrivé qui prend la place. Le respect du salarié, c'est une chose. Mais là, on est en train de stigmatiser l'augmentation du coût des arrêts de travail en comparant à ce qui était il y a 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Mais depuis 5 ans, il y a moins de chômeurs, donc il y a plus de travailleurs, donc forcément plus de travailleurs. Et comme le coût, le salaire, même s'il n'a pas augmenté de façon mirobolante, le salaire a augmenté, et donc le coût des arrêts de travail est plus important. Mais les responsables, ce sont les médecins généralistes. Il y a une décision qui vient d'être annoncée
comme l'avait annoncé d'ailleurs le docteur Braun, qui a été un éphémère médecin du ministre de la Santé. Et depuis, il y en a eu 3 autres. Et là, le dernier vient d'annoncer que les arrêts de travail en téléconsultation ne seront plus reconnus. Or, Braun, il y a 3 ans, avait déjà dit que les arrêts de travail en téléconsultation ne seraient plus reconnus. Sauf que là, les téléconsultations, elles fleurissent et que ça n'a jamais été appliqué. Et donc, en ce qui concerne les arrêts de travail, moi, je peux vous dire, les arrêts de travail longue durée, du temps de Marisol Touraine, on s'intéressait déjà aux arrêts de longue durée. Eh bien, on avait eu des réunions, de multiples réunions avec les syndicats de salariés, les syndicats de médecins, la sécurité sociale et le ministère. Il avait été décidé, pour essayer d'enrayer les arrêts de travail, de permettre une reprise à temps partiel et de faire en sorte qu'en cas d'arrêt prolongé, le médecin prescripteur puisse demander à avoir une conférence avec le médecin conseil et le médecin du travail. Eh bien, cette disposition-là, prise il y a 10 ans, je le rappelle, n'a jamais été appliquée. Jamais. Bougez pas. Essayez d'avoir un médecin du travail quand vous avez un arrêt de longue durée, c'est mission impossible. Jean-Paul, bougez pas. 0826 300 300, on a un auditeur qui est avec nous en ligne. Bonsoir Xavier, de Floirac. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Sud Radio. Eh bien, on vous écoute. Bah écoutez, moi je suis toujours impressionné par le zèle que peuvent développer certains quand il s'agit de taper sur les petits salariés, les petites fraudes, parce qu'effectivement il y a peut-être certaines fraudes, certains abus sur les arrêts de travail, mais quand bien même on arriverait à régler le problème et à éliminer tous les abus concernant les arrêts de travail, ça générerait des économies infinitésimales compte tenu des enjeux aujourd'hui dont on parle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les chiffres malheureusement parlent pour eux. Moi, je gère une entreprise et je peux vous dire ce que coûtent les arrêts de travail dans mon entreprise. Donc non, vous pouvez pas parler à ma place, non, certainement attendez, pas. Moi, je parle pas à votre place en tant que chef d'entreprise, Monsieur Ménard. Je parle au nom de la France. Je parle dans l'intérêt de la France, pas dans l'intérêt de votre entreprise. Mais je fais partie de la France, monsieur, et je participe. Attendez, Sébastien. Oui, et donc quand on regarde en détail dans les chiffres, la fraude sociale c'est infinitésimal par rapport aux fraudes fiscales notamment. On est sur des échelles de grandeur de 1 à 10, si vous voulez. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est totalement vrai. Vous pouvez dire annoncer des contre-vérités, c'est pas un problème. Moi, je parle de choses sérieuses. Regardez les rapports de la Cour des comptes. C'est affirmé par les plus hauts magistrats. Il n'y a pas question de droite ou gauche là. On est sur une réalité officielle. Il y a 100 milliards d'euros de fraude fiscale et sur la fraude sociale, on est à moins de 10 milliards d'euros pour les 3/4 qui représentent des fraudes des professionnels. Donc moi j'aimerais bien que vous fassiez autant de zèle, Monsieur Ménard. Monsieur Ménard, je fais preuve de bonne foi. Ayez autant de zèle à l'égard de vos compatriotes qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Et là on réglera les problèmes de la France. Xavier, merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé parce qu'il nous reste 30 secondes, 10 secondes pour Sébastien et 20 secondes pour Jean-Paul Hamon. Ce que je veux dire, c'est que évidemment le bien-être en entreprise est quelque chose d'important, mais on a beau améliorer partout la situation, on voit que le taux d'absentéisme, il est important partout et il ne cesse de croître partout. Jean-Paul Hamon. Le mot de la fin, vite, on y va. Mais le mot de la fin, si vous voulez, ce serait bien qu'on arrête de désigner les médecins généralistes comme responsables des arrêts de travail. On est en pleine désertification. Les généralistes, ça devrait être une espèce en voie de protection, parce que vraiment on est en voie de disparition. Et là, on est en train de charger la mule. Et je peux vous dire que la Caisse d'assurance maladie fait preuve. Il y avait une commission de conciliation qui existait, qui a été supprimée par Thomas Fatome. C'était une commission quand on voyait qu'il y avait un écart de prescription de la part d'un médecin. On convoquait le médecin, entre médecins, avec les médecins conseils de la Sécu, et on voyait où ça déconne. Eh bien, cette commission de conciliation permettait aux médecins d'ajuster sa pratique. Là, ça a été remplacé par une commission de pénalité directe. Donc, si on est en train de dégoûter les médecins, de présenter les médecins comme des boucs émissaires, alors qu'il n'y a pas de médecin du travail et que je ne vous parle pas des conditions de transport en Ile-de-France, et si on respectait aussi les salariés, si on jugeait les entreprises où il y a trop d'arrêts de travail, si on allait vérifier les entreprises où il y a trop d'arrêts de travail, ce serait peut-être bien par là qu'on devrait commencer, plutôt que de accuser les médecins généralistes. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Merci beaucoup, merci Philippe Bilger, merci Loïc Guerin, merci Sébastien Ménard. Vous restez avec nous, dans un instant on va vous parler automobile avec les vraies voix qui font rouler la France. Allez, à tout de suite.